Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est le moment de notre grand angle. Mettre un terme à la pensée économique dominante en France, néoclassique, libérale, fondée sur le marché, et retrouver le pluralisme. Voilà ce que demandent plusieurs économistes dans ce livre. À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose? Manifeste pour une économie pluraliste, publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Manifeste défendu par la Française Florence Jany-Catris, membre de l'Association française d'économie politique, très active. Et voilà, et donc, ce livre a été publié dans le cadre de cette association. Merci à vous d'être le grand témoin de ce 64 minutes. Merci. Alors d'abord, Florence Jany-Catris, vous êtes donc économiste, professeur à l'Université de Lille. D'abord, expliquez-nous dans quelles conditions a été lancé ce manifeste. Ce manifeste a été rédigé au terme de plusieurs années de réflexion et surtout après la constitution d'une association française d'économie politique à laquelle vous avez fait référence et qui est une association qui essaie depuis 6 ans de lancer un véritable cri d'alarme à la communauté, mais pas simplement à la communauté des scientifiques, mais aussi aux citoyens, aux politiques et aux médias. À partir de quel constat, justement? Pour essayer de faire entendre le fait que le pluralisme dans le champ académique est en voie d'extinction extrêmement rapide. Ce constat d'un pluralisme en fin d'extinction a été construit par l'ensemble de ce collectif qui est constitué de plus de 700 économistes, pour la plupart en exercice dans le champ académique. Alors, quelle fin de pluralisme? Pluralisme de quoi? Le pluralisme de la pensée qui est en voie d'extinction, c'est un pluralisme en termes de doctrine économique. Il y a une doctrine économique qui est extrêmement hégémonique et qui est devenue hégémonique dans la pensée. La théorie néoclassique. La théorie néoclassique pour l'essentiel et ses dérivés. Et ce n'est pas le fait que cette théorie existe qui nous pose problème. Le problème, c'est que cette théorie s'impose comme la seule science qui puisse avoir droit de citer finalement dans le champ académique. À l'université, mais aussi dans les médias et aussi dans les gouvernements. Alors, pour le coup, d'abord dans le champ académique. Or, on sait que les économistes du champ académique ont un pouvoir assez important parce qu'au fond, ils fabriquent un peu d'interprétation des mondes finalement et ils viennent expliquer la manière par laquelle les économies fonctionnent et ils viennent ensuite fournir un certain nombre de perspectives, de conseils pour essayer d'infléchir ce qui va ou ce qui ne va pas. On va y revenir sur ces applications plus concrètes. Mais d'abord, je voudrais revenir justement sur ce constat que vous avez fait à l'Université française. Je crois que vous avez mené des recherches pour établir justement le fait qu'il y a de plus en plus d'économistes hétérodoxes, comme on les appelle, en fait, qui ne sont pas nommés. On nomme justement la plupart du temps des économistes de la théorie néoclassique. C'est ça? Alors, vous avez des chiffres. Hein. Voilà, jusqu'aux années 90, plusieurs doctrines économiques pouvaient cohabiter dans le champ académique. Il y avait évidemment la théorie néoclassique qui était dominante, mais après tout... Fondée sur le marché, libéral, il faut le rappeler. Voilà, alors c'est une théorie qui date de la fin des années 90, qui a quand même rompu avec l'économie politique à l'ancienne de Marx et qui s'est construit donc au début des années 1880 en rompant en particulier avec l'idée que les individus étaient constitués en classes sociales, en groupes sociaux, et ils ont fait émerger l'idée de l'individualisme méthodologique doté d'une forme de rationalité instrumentale assez... Avec un marché qui se régule lui-même. Avec une théorie assez mathématique, effectivement, qui se centre sur la construction d'un marché le plus efficient possible. Voilà. Et justement, vous, aujourd'hui, avec ce manifeste, vous réclamez notamment qu'il existe une nouvelle matière économique, économie et société, c'est ça? Alors, je vais d'abord continuer sur le point précédent, parce que cette théorie dominante néoclassique a toujours cohabité avec d'autres perspectives de pensée qui rompent, eux, avec cet individualisme méthodologique et qui considèrent au contraire que les institutions, les groupes sociaux, les croyances collectives, les conventions sont des choses éminemment importantes pour essayer de comprendre les sociétés et les économies. Et par exemple, il y a des théories très connues, y compris à l'international, comme la théorie de la régulation, l'école des conventions, l'économie, disons, institutionnaliste, pour parler de manière un peu générique. Et toutes ces écoles de pensée, en fait, sont en train de mourir. Elles sont en train de mourir pourquoi? Parce qu'effectivement,
dans le champ de l'académisme, on a une manière de se reproduire qui fonctionne par des institutions bien particulières et qui sont, depuis une vingtaine d'années et surtout depuis une dizaine d'années, extrêmement verrouillées par cette théorie dominante, que l'on peut dire donc aujourd'hui presque hégémonique, parce que les professeurs, pour les professeurs qui sont un acteur extrêmement important dans le champ académique, puisque ce sont eux qui tiennent les écoles doctorales, ce sont eux qui sont directeurs des masters, ce sont eux qui, au fond, peuvent tenir des jurys de thèse, eh bien, ces professeurs sont recrutés par le Centre national des universités, alors pas tout à fait recrutés, mais sont en tout cas qualifiés par le Centre national des universités. Et ce Centre national des universités est construit d'une telle manière que ses seuls représentants aujourd'hui dans le corps des professeurs sont des représentants issus de cette théorie mainstream. Et justement, ils ont une influence très importante, puisque, on en parlait tout à l'heure, vous militez pour qu'existe aujourd'hui, au-delà de ces sciences économiques très mathématiques, une autre matière, économie et société, plus, voilà, qui repose plus sur l'aspect sociétal des choses également, et social. Et pourtant, certains, aujourd'hui, font une levée de bouclier par rapport à cette matière économie et société, notamment le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, qui a écrit à la secrétaire d'État française pour qu'il n'y ait pas de réforme économique à l'université française. Comment vous l'interprétez ça? Pourquoi il s'est mobilisé là-dessus? Il s'est mobilisé là-dessus. Je vais d'abord reprendre historiquement. Au fond, comme nous faisions le constat qu'il y avait des verrous institutionnels forts au sein du Centre national des universités qui qualifient les professeurs, et comme nous avons considéré que la sociodémographie de ces professeurs ne permettait plus de réhabiliter le pluralisme dans l'économie, nous avons jugé que la seule solution pour rétablir ce pluralisme, encore une fois extrêmement important pour nos démocraties également, c'était l'établissement d'une nouvelle section intitulée Économie et Société. Économie et Société, en soi, ce n'est pas une matière. Économie et Société, c'est une manière de pratiquer l'économie et qui s'appuie sur l'ensemble des sciences sociales, un peu comme le ferait un Thomas Piketty aujourd'hui, en quelque sorte. Alors, pourquoi y a-t-il eu levée de bouclier? D'abord, parce que nous avons eu une oreille très attentive du ministère au cours des mois de novembre et décembre 2014, qui nous a reçus en collectif de l'Association française d'économie et qui a donc considéré que notre projet était un projet pas coûteux, qui n'enlevait rien d'ailleurs à la théorie dominante et qui peut toujours continuer de fonctionner dans cette section sciences économiques 05 qu'on appelle ainsi, mais que nous proposions de construire une nouvelle section pour nous réguler de notre manière en tant que profession d'économiste au sein d'une section qui revendiquait l'économie comme science sociale, c'est-à-dire finalement de considérer que l'économie ne peut se comprendre et ne peut s'analyser que lorsque elle est traversée par des analyses pluralistes dans les méthodes et dans les objets qu'il étudie. Et pourtant, dans le journal Libération hier, l'économiste Antoine Dautume expliquait que cette polémique n'avait pas de sens, que pour lui, l'économie restait indivisible. Vous lui répondez quoi? Alors, l'économie est indivisible si la science économique était capable de se réformer de l'intérieur et d'accepter le retour au pluralisme, nous considérerions qu'effectivement, nous serions plus à l'aise de rester dans cette section 05. Et nous avons toujours considéré que ce projet économie et société était un projet, on pourrait presque dire, comme le disent les économistes, de second rang ou de seconde best. C'est-à-dire, c'est pas simplement parce que c'est un projet que nous jugions optimal, mais c'est un projet qui est le seul possible pour renouer avec les conditions de reproduction du corps professoral dans l'économie et du coup renouer avec le pluralisme. Et donc je pense que c'est très symptomatique quand les économistes du mainstream considèrent que finalement il n'y a pas de problème et circuler, il n'y a rien à voir en quelque sorte. Et donc nous continuerons notre combat. S'il y avait une possibilité de transformation, de mutation, de réforme de l'intérieur de la science économique, alors évidemment, nous aurions sans doute fait une autre proposition, mais aujourd'hui, franchement, nous nous rendons compte, et encore une fois, c'est pas une réaction ponctuelle de colère de quelques jours, hein, c'est un travail de longue haleine, de mobilisation collective de plus de 700 économistes et qui, aujourd'hui, font le constat qu'on ne peut quasiment plus se parler et que, d'une certaine manière, nous sommes aussi sans doute sur
sur des manières d'envisager l'économie trop radicalement différentes pour continuer à vivre ensemble. Et parfois, le divorce, c'est ce qu'il y a de mieux pour essayer ensuite de réussir à se reparler. Et vous le disiez tout à l'heure, hein, cet enseignement néoclassique libéral, il a des influences sur les différents gouvernements, notamment européens. On l'a vu notamment après la crise, l'austérité était la seule solution avec les mauvais résultats économiques et sociaux que l'on connaît, notamment au Portugal ou en Grèce. Oui, alors le problème, effectivement, c'est que les questions que nous posons sont des questions qui dépassent amplement des questions de petit corporatisme du champ des économistes qui peinent à être reconnus. Et je pense que, en tout cas pour ma part, et sans doute une bonne partie de ceux qui sont mobilisés avec nous, nous préférerions, cultiver notre jardin plutôt que de nous battre avec toute l'énergie qui nous caractérise. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous sommes dans ce débat, c'est qu'effectivement, l'économie joue un rôle très très important et très structurant dans la vie des sociétés. Pour les citoyens, lorsqu'on les interroge sur ce qui a le plus d'importance dans leur vie, ils mettent au premier rang de leurs réponses des questions d'ordre économique, sur les inégalités économiques, sur la pauvreté économique, sur la protection sociale, sur les retraites, sur le chômage, sur l'emploi, sur la dette, etc., etc. Et donc, la question se pose de savoir si sur ces questions extrêmement centrales dans nos sociétés pour l'ensemble des citoyens, il n'y a qu'une manière d'envisager ces questions et qu'une manière pour essayer d'y répondre en matière d'économie politique. Notre réponse, c'est évidemment non. Oui, mais pour les gouvernements, notamment européens, c'est le contraire. Parce que quand on a vu la levée de bouclier également en Europe avec l'arrivée de Syriza au pouvoir, on s'est dit qu'une approche différente de l'économie par un gouvernement, c'est compliqué aussi, de droite et de gauche. Alors c'est vrai que c'est compliqué et que lorsque l'on dit, y compris de notre point de vue, que la question est urgente, c'est qu'on sait bien aussi que, on sait bien que l'économie finit par être ce qu'on appelle performative, c'est-à-dire que lorsqu'elle pense une manière de représenter le monde, elle finit par le faire à son image. Et que peut-être un jour, les institutions seront tellement verrouillées qu'on ne pourra plus avoir d'alternative dans nos sociétés. Aujourd'hui, finalement, une des raisons pour lesquelles il y a tant de difficultés pour la Grèce de se comporter autrement, c'est qu'elle est prise en étau dans des institutions qui ont été pensées par l'économie mainstream, en particulier celle autour de l'indépendance de la Banque centrale européenne et sur bien d'autres sujets, évidemment. Mais en fait, nous, notre idée, c'est bien de montrer que dans l'Europe, comme au niveau international, comme en France, il y a d'autres manières de penser les institutions, on peut les reconstruire autrement, et il y a possibilité de le faire en étant extrêmement sérieux dans nos manières d'argumenter, de réfléchir à ces questions, et dans les manières de chercher et d'avoir des programmes scientifiques qui permettent de faire ces propositions alternatives. Je crois que votre message a été entendu. Merci Florence Janicatrice d'avoir été notre invitée. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Et je rappelle que ce livre, À quoi servent les économistes s'ils pensent tous la même chose, est donc publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.